Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Courir le monde en permanence, mais à pas lents, a été l'une de ses raisons de vivre pleinement. Voici 10 ans, il a entrepris son ultime voyage, mais il demeure parmi nous grâce à des chansons dont vous défendez l'immortalité. Je veux parler de Georges Moustaki, votre père. Bonjour Pierre Moustaki. Bonjour Jacques. Alors, je vous avais reçu quand vous aviez publié votre livre sur votre père, mais là, il se passe un événement important, le 3 mai. Ce seront les 10 ans de son départ, et vous faites une soirée hommage à l'Olympia, dont on va parler. Donc, c'est l'occasion de revenir sur le parcours de Moustaki, si vous en êtes d'accord. Bien sûr, avec grand des dates plaisir. clés, et à l'occasion de la sortie d'un coffret, l'album de sa vie, 50 titres, 3 CD avec des chansons connues et d'autres moins connues qu'on va également évoquer. 5 inédits, oui. Alors, on va évoquer Georges Moustaki à travers des dates clés, c'est le principe. Et la première que j'ai trouvée, Pierre Moustaki, c'est le 11 novembre 1951. C'est le jour de son arrivée à Paris. Vous le saviez ? Je savais pas, je savais l'année, mais je savais pas le jour. Vous êtes terrible. En fait, sa sœur aînée est mariée à un libraire poète. Marcel, oui. Jean-Pierre Renet. Jean-Pierre Renet. Et c'est chez lui qu'il va débarquer à Paris, je crois. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait bien qu'il ait un refuge à Paris quand il a voulu venir. Oui, normalement, il venait faire des études. Et puis finalement, les choses ont changé. Il est tombé amoureux de Paris et de ma mère. Voilà. Il se trouve que Jean-Pierre Renet a créé le Club des poètes à la radio, à la télévision. Qui existe toujours. Voilà. Et c'est lui qui a lancé la formule « Amis de la poésie, bonsoir ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, et il a été le benjamin du premier maquis de France pendant la guerre, Jean-Pierre Renet. Oui, 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 c'est incroyable. En Haute-Savoie, et on l'appelait bébé, il avait 15 ans. Bébé. Alors, Georges Moustaki donc est à Paris, mais il est né ailleurs, et c'est ailleurs, il l'a chanté. 25 hivers que je remue, dans ma mémoire encore émue. Le parfum, les odeurs, les cris de la cité d'Alexandrie. Alexandrie, une chanson de Georges Moustaki, où il est né d'ailleurs, n'est-ce pas, Pierre Moustaki? Tout à fait, en 1934. Voilà. Et ses parents étaient grecs, je crois. Oui, d'origine grecque, de Corfou. Et son père était, je crois, libraire. Oui, alors il a monté la librairie, la Cité du Livre. Enfin, il a gravi les échelons parce qu'au début, il était petite main et après, il est devenu directeur de cette librairie qui était connue internationalement. Oui, dans tout le Moyen-Orient. Oui, c'était une des plus belles boutiques du Moyen-Orient. Exactement. Il y a le roi Farouk qui allait... Ah oui, non, mais c'était un lieu incroyable. C'est comme ça que mon père a aimé la langue française aussi, parce qu'il y avait beaucoup de livres en français. Et en même temps, donc, Georges Moustaki, il fait ses devoirs, il découvre Babar, Zorro, Gide, tout. Oui, oui. Et quand il est à ce moment-là très jeune, quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, je crois que Georges Moustaki répond « Je veux être vieux ». Oui, c'est ça. Et c'est vrai. Il disait, en fait, il voyait les vieux sur des bancs, à flâner, à prendre le soleil, en buvant du thé, etc. Et il disait « Mais c'est génial, j'ai envie d'être vieux ». Et donc, c'était son but dans la vie. Il a été vieux, il a été assez loin dans la vie. Oui, et en même temps, c'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, je crois que c'est la suite d'un pari qui s'est laissé pousser la barbe. Alors là, le pari, je connais pas bien, parce qu'il y a plusieurs versions. Et en fait, lui, il disait souvent qu'il aimait pas se raser et qu'il avait arrêté pendant quelques jours. Et puis après, il s'était habitué à ne pas se raser. Voilà. La flemme un peu de se raser. C'est resté comme ça. Donc, études à Alexandrie, mais je crois au lycée français, Pierre Moustaki. Tout à fait, au lycée français d'Alexandrie, avec ses 2 sœurs aînées. Il y a la première Elisabeth, Marcel et mon père en dernier. Le petit dernier, ils étaient tous les 3 au lycée français et donc ils parlaient très très bien français. Voilà, mais c'était pas si courant d'aller au lycée français quand on était à Alexandrie. Ben non, en fait, ils voulaient vraiment donner une belle éducation à leurs enfants, les grands-parents, Sarah et Nessim. Oui. Je les nomme pour leur faire hommage. Et donc, ils ont vraiment eu la chance de baigner dans la culture française. Et c'est ce qui a donné à mon père aussi l'envie de venir en France très jeune, à 17 ans. Voilà. Et en même temps, pour faire des études qu'il ne fait pas parce que ça l'ennuie. Oui, en fait, il a rencontré, comme je disais juste avant, ma mère et le monde du porte-à-porte, un peu, on va dire, artiste. Il peignait un peu aussi, il faisait des portraits, il vendait des livres à porte-à-porte avec Jean-Pierre Renet. Mais avec aussi Guy Bedos. Qui débutait. Voilà. Qui débutait aussi. Ils sont de la même génération à quelques mois près. Alors, il connaissait Paris quand même à travers des films, des chansons qu'il avait entendues, Georges Moustaki. Oui, et même il avait été voir Piaf avec sa maman Sarah. Oui. Il avait emmené voir Piaf. Il ne savait pas à ce moment-là que ça serait sa compagne voilà. 10 ans plus tard.
Et Paris, il l'a chanté, et il y a une chanson qu'on ne connaît pas qui figure dans ce coffret. Tu connais bien Paris la nuit, Paris qui chante et t'éclabousse de sa lumière. Tu connais bien Paris la fin, Paris qui meurt sur un trottoir ou sous un pont. Ouais, c'est un certain Paris qui n'existe plus pour l'instant, hélas, Pia Moustaki. Ouais. C'est une chanson inédite que vous avez mis dans ce coffret. Oui, il y a 5 inédits en fait. Voilà, il y a eu des pépites. Et je remercie Pelaï Ribas qui nous a aidés. C'était la mémoire vivante de mon père. Il l'appelait comme ça d'ailleurs. Il était fan et un très proche ami de mon père. Et donc, il nous a aidés quand mon père a disparu à transcrire des bandes qui étaient plus ou moins bien rangées en numérisation. Et donc, on a pu tirer parti de ces enregistrements. Il y a des pépites, quoi. C'est vraiment magnifique. Paris qui va, il ne l'a jamais enregistré. Il a fait juste une maquette. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Georges Moustaki découvre la musique à 15 ans. D'abord, il la découvre à Alexandrie en jouant du piano, je crois, Pia Moustaki. Oui, alors ses sœurs avaient fait du piano, mais elles ne voulaient pas avoir le piano dans leur chambre. Et du coup, on met le piano dans la chambre du petit. Oui. Donc, dans la chambre de mon père. Et du coup, il s'amuse comme ça. Et c'est là qu'il a commencé à avoir le goût de la musique. Oui, et puis je crois qu'il y avait un certain Robert qui tenait un piano-bar salon de thé, Oui. qui l'a aidé à apprendre la musique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'était pour le plaisir, il n'imaginait pas en faire son métier à l'époque. Ben non, puis après, il a joué, justement, il y a un petit livre qu'il a écrit à Bruxelles, il faisait du piano-bar, après, il a commencé à chanter, mais il n'était pas sûr de chanter. Ce qu'il voulait surtout, c'était écrire, faire de la musique, être musicien, auteur-compositeur, avant d'être interprète. Voilà. Alors en fait, quand il est arrivé à Paris, Georges Moustaki, un piano c'est un peu grand, et il a choisi la guitare. Oui, c'est vrai. Oui, il a choisi la guitare et en fait, il s'est mis à la guitare. Mais moi, j'adorais, et je lui avais dit d'ailleurs, parce qu'à un moment, il s'était cassé le petit doigt en déplaçant juste sa moto qui était mal garée. Et il s'est mis au piano parce qu'il ne pouvait plus jouer de guitare. Et je lui ai dit, mais c'est magnifique quand tu joues du piano. Moi, j'adorais quand il jouait du piano parce qu'en fait, c'était très mélodieux. C'est différent, c'est très différent de la guitare. J'aimais beaucoup quand il jouait du piano. Oui, et Georges Moustaki avait chez lui, je m'en souviens, une collection incroyable de guitares, Pia Moustaki. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que dans le lieu de mémoire que j'ai créé pour lui, qui est encore secret et privé parce qu'il faudrait des autorisations, des normes, etc., ça va me demander dans un deuxième temps un autre travail. Mais il m'avait dit un jour, j'aimerais que mes instruments, ça ne fasse pas comme avec Barbara, où ils ont été vendus aux enchères. Il avait été très meurtri de ça. Et je lui ai dit, écoute, tu peux compter sur moi. Et donc, dans ce lieu de mémoire qui s'appelle la Galerie Georges Moustaki, il y a toutes ses guitares, il y a son piano, il a ses dessins, il a sa discothèque, il a sa bibliothèque. C'est comme si on allait chez lui, en fait. Et il s'amusait à composer des musiques, et je crois que sa première chanson, Jean-Pierre René a noté les mesures à l'insu de Georges Moustaki. Ah, je sais pas. Et alors, ça s'appelait des Sur fois- le chemin, il y a des copains. Ah, alors là, des fois, vous me battez, vous êtes trop excellent. Ça, il avait Vous m'apprenez des choses, c'est génial. il avait griffonné des notes sur un bout de papier, et puis c'est devenu sa première chanson qui n'a jamais été enregistrée. D'accord. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a compté aussi, c'est Ange Bastiani, qui était un auteur de séries noires, Oui. qui emmène, je crois, un jour Georges Moustaki à Bruxelles, Pia Moustaki. Oui, 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 tout à fait. Et, Là, ça a dû être assez rock'n'roll entre les deux, parce que je l'ai connu, Ange Bastiani. Et alors C'était aussi un ami à mon père, à ma mère et à mon père, les deux. Et donc, vous allez encore m'apprendre quelque chose. non, parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'il a démarré dans un bar de Bruxelles, Georges Oui. Moustaki, Oui, oui, d'accord. qui s'appelait La Rose Noire, je crois, Oui, c'est ça. et qui était tenu par le père de Claude Lédu, qui a fait Bonne Nuit les Petits. D'accord. Bah ça, je le savais pas. Et je vais vous apprendre autre chose. Savez-vous qui a débuté également à La Rose Noire? Non. C'est Jacques Brel. Premier cachet, un verre de bière et 1 euro de l'époque pour chanter à La Rose Noire. D'accord. Les mêmes débuts pour Moustaki et pour Brel. D'accord, C'est d'accord. incroyable. Hein. Oui, c'est incroyable. Alors, finalement, petit à petit, il a envie de jouer de la musique. Il a envie de faire ça. Oui, oui. Il dessine et il joue de la musique. Voilà. Et il se dit qu'il pourrait peut-être faire de la chanson. Alors la chanson, c'est venu après. En fait, il a écrit des textes et joué et a composé des musiques. Il était inspiré par des chanteurs, en fait, comme Barbara, comme Serge Reggiani, qui lui donnait d'ailleurs souvent le thème de chansons qu'il avait envie que mon père écrive. Et en fait, il pensait pas chanter. Ça lui suffisait d'être auteur et compositeur pour des grands artistes qu'il adorait. Et puis un jour, il a écrit le Métèque et Reggiani lui a dit « Celle-là, je vais
moi je suis pas un métèque, je vais pas la chanter, chante-la toi-même. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, parce qu'il faut savoir que Moustaki s'appelle Giuseppe, et s'il a essayé de s'appeler Georges, c'est qu'un jour, il a rencontré Brassens et que ça a tout changé. Tout à fait. Et là, c'est grâce à ma mère, qui était une sorte d'égérie des peintres de Montparnasse, et qui avait beaucoup d'amis dans la chanson, dans la peinture, etc. Et donc, elle lui a présenté Brassens, qui l'a beaucoup encouragé. Mon père lui a montré quelques textes, et Georges Brassens, donc, il l'a vraiment encouragé à écrire. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui évoque cette amitié avec Brassens. Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Brassens a appris, je crois, à Moustaki l'exigence de l'écriture, Pierre Moustaki. Oui, je crois qu'il a appris à beaucoup de personnes. Même Renaud, le chanteur Renaud, qui est un de mes amis, disait la même chose. Il disait, en fait, si Brassens aime, c'est que c'est bon, quoi. Il était tellement exigeant, Brassens, avec lui-même et avec les autres. Et quand il faisait un compliment, c'était vraiment très important. Alors, la carrière de Moustaki s'est poursuivie avec une autre date qu'on va évoquer dans quelques instants, le 9 avril 1958. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Moustaki pour parler de Georges Moustaki. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Moustaki pour évoquer Georges Moustaki qui nous a quittés voici 10 ans. Il y a un Olympia le 3 mai, les amis de Georges. Il y a ce coffret, l'album de sa vie avec 50 titres. Et il y a des dates, bien sûr. Le 9 avril 58, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est sa première télé. Écoutez. Je laisse jouer mes orteils dans les trous de mes espadrilles pour qu'ils voient un peu le soleil. Alors ça, c'est une télé historique. Oui, avec Edith. Au 67 boulevard Lannes. Bien sûr. Et elle dit viens. Et il se montre pour la première fois à la télé. C'est ça. Et elle dit même, il s'appelle Moustaki. C'est un drôle de nom. Hein. Je me rappelle de ça. Je crois que la rencontre a eu lieu 2 mois plus tôt grâce à Henri Crolla, Pierre Moustaki. Parce que Henri Crolla et mon père se sont rencontrés parce qu'ils ont composé une musique qui était un petit peu proche. Et pour éviter d'avoir que l'un ait plagié ou autre, ils se sont vus, ils sont devenus très copains. Et je me rappelle très bien de lui. Mon père m'emmenait chez lui quand j'étais petite. Je me rappelle très bien d'Henri. Et un jour, mon père donc était chez Henri Crolla. Et puis il lui dit, tiens, j'ai rendez-vous avec Edith, tu viens. Mais comme ça, d'une façon complètement informelle. Et mon père a été là-bas. Et puis bon, après... il a composé pour elle et puis ils ont une liaison qui a duré 1 an. Voilà, il faut savoir que Henri Crolla a été le musicien de mon temps, mais aussi un grand ami de Django Reinhardt qu'il avait rencontré. Et ils faisaient des matchs ensemble. Ils se produisaient au Schubert, un club de Montparnasse, Crolla. Django venait le voir et Crolla était mort de trac. C'était 2 complices. Ah oui. Alors donc, effectivement, il arrive chez Piaf et finalement, je crois il présente Moustaki comme un génie qui fait des chefs-d'œuvre et Piaf l'écoute et va l'inviter à l'Olympia, c'est ça? Et ensuite, elle va lui demander de rester chez lui. Oui, c'est ça. Mais ils ont 24 ans de différence, je crois. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre, vraiment fou. Là, c'est le coup de foudre à proprement parler qui a duré, pas très très longtemps, mais ça a été très intense. Et en plus, elle l'a fait écrire notamment Milor. Voilà, mais Milor justement qu'on va écouter par Piaf, par Moustaki. Allez, venez Milor, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable, laissez-vous faire, Milor. C'est pas vraiment la même force que Piaf, non? Pierre Moustaki. Et je crois que cette chanson, il y avait 2 musiques. Un jour, Georges m'a fait entendre une autre musique. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous la connaissez, beaucoup plus douce. Oui, alors je l'ai enregistrée dans mon téléphone. Je la connais pas par cœur, mais effectivement, et c'est mon père qui a penché pour l'autre musique. Et c'est celle qu'on connaît. Voilà, parce que Piaf au départ voulait l'autre musique, Marguerite Monod aussi, mais comme elle était très amoureuse de Georges, elle a choisi. C'est Marguerite Monod qui avait composé les 2. Bien sûr, mais elle a choisi la bonne version finalement. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que cette chanson Milor, alors comment est-elle née finalement? Parce qu'il y a une rumeur, ils sont à Nice, il lui fait écrire des mots sur un papier et il choisit le mot Milor. Oui, c'est elle qui a choisi le mot Milor. Oui, c'est la vérité. En fait, oui, tout à fait. Elle l'a poussé à écrire. Et lui, il ne savait pas trop. Il tâtonnait sur une feuille, effectivement, sur une table de bistrot. Et puis, il écrit quelques mots et il écrit le mot Milor. Et là, elle a pointé le doigt sur ce mot et elle a dit, c'est ça qu'il faut développer.
Et elle avait le sens de ça, car la chanson a fait le tour du monde. Ah oui, c'est un des plus grands succès d'Édith, que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais toute petite. Alors, Et aussi de mon père. Hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est lui qui a écrit les paroles. Marguerite Monod, la musique, bien sûr. mais elle a mis son nez dans les paroles, parce que chaque fois, Édith Piaf savait exactement ce qu'elle voulait. Ah oui, mais elle drivait. C'était elle la patronne. Hein. Et vous vous souvenez d'Édith Sacrée Piaf, patronne. de votre Ben rencontre? oui, moi j'ai un souvenir d'elle émouvant, parce que mon père m'emmenait chez elle et puis elle aurait pu me chiffonner la tête comme ça et puis c'est tout. Non, elle regardait les gens, elle était intense, cette femme. Elle me regardait, même petite fille, elle me regardait, elle me disait, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais ma gouvernante va te faire, j'aurais aimé me souvenir de son prénom, de la gouvernante, elle va te faire une mousse au chocolat. Donc tu te rappelleras toute ta vie. Évidemment, je me rappelle toute ma vie. Et effectivement, Piaf était comme ça, très généreuse finalement. Oui, très exigeante et très généreuse. Et son métier, Georges Moustaki, Pierre Moustaki, il l'a appris dans les cabarets, parce qu'il a fait beaucoup de cabarets. Ah oui, beaucoup de cabarets. Du piano-bar, des cabarets, il a fait toutes sortes même la plonge. Oui, Oui. Il allait chez Bernadette, c'était un cabaret rue des Bernardins, oui. où Coluche faisait la plonge. Et Coluche essayait de chanter, il ne faisait pas que la plonge, il chantait aussi, mais enfin on faisait un petit peu tout dans ce genre d'endroit. Et il essayait de chanter des choses douces et lyriques avant d'endosser une carrière d'humoriste fantastique. C'était un grand ami de mon père. Oui, à tel point que Coluche a habité, je crois, chez votre père. Oui, c'était... Oui. Et qu'en échange, je crois que Coluche lui réparait ses motos. Voilà. C'est fou, hein? Oui, c'est dingue. Alors, effectivement, Bernadette, rue des Bernardins, ça a été le cœur des jeunes années de Moustaki. Oui. Et je me souviens un jour lui avoir montré des images, et il s'est effondré en larmes d'émotion de revoir ces images. Ah. C'est vrai que le temps du cabaret, c'était pas facile tous les jours. Bah non, c'était tout près de son île Saint-Louis, chérie, d'ailleurs. Oui. Et ce cabaret, moi, je me rappelle, je suis allée avec mon père. C'était au 16, je crois, rue des Bernardins. Et alors, il chantait des chansons, souvent dans l'indifférence générale, parce que le public n'écoutait pas. Mais oui, c'était on essuyait les plâtres. Exactement. Un peu comme Barbara à l'écluse. Oui, parce que... chanteuse de minuit. On sortait le soir beaucoup dans Paris, mais on n'écoutait pas forcément les chanteurs sur scène. Ben c'est ça, et puis en plus, les gens faisaient plusieurs cabarets. En fait, ils se promenaient, ils allaient écouter pendant 1 heure, boire un verre, après ils changeaient. Il y avait beaucoup ce mouvement-là à l'époque. Et les artistes faisaient aussi pareil. Ils allaient jouer dans un bistrot, cabaret, après ils changeaient. C'était marrant, ce côté tourné dans Paris. Je crois qu'il avait une Fiat 500 payée en 3 mensualités à l'époque, Moustaki, pour se déplacer. Alors là, je ne le savais pas. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai une Fiat 500 aujourd'hui. C'est fou, hein? Oui, c'est pas une électrique, la vraie. Hein. Alors, il se trouve que aussi qu'avec Piaf, ça a duré 1 an. Je crois qu'ils sont partis aux États-Unis et puis il en a eu assez. Mais oui, parce qu'en fait, il était trop jeune pour assumer les excès, les crises un peu de colère et puis les addictions de Piaf aussi, parce que c'est vrai qu'elle picolait beaucoup. Et donc, mon père, il était un petit peu... il comprenait pas ce monde-là. Lui, il était plutôt modéré dans la vie, d'ailleurs, toute sa vie. Et donc, au bout d'un moment, il a un peu laissé tomber, quoi. Ouais, mais elle l'a très mal pris, je crois. Très mal pris. Et Milord a failli ne pas exister. Et oui, parce qu'elle a dit, même dans le film avec Marion Cotillard... La Môme, à un moment, ça commence par oh là là, je vais chanter la chanson de l'autre con. Oui. Ben, c'est mon père dont elle parle. Oui, mais il y a beaucoup d'erreurs aussi dans le film de Cotillard, notamment sur le fait qu'elle se droguait alors qu'elle ne s'est jamais droguée. Alors là, je sais pas. Ah non, c'est l'alcool surtout, oui. Ou l'alcool un petit peu, et en même temps. Non, oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent au bout d'un demi-verre, elle était saoule et elle buvait du thé après pour s'en remettre. Ah, d'accord. Donc tout ça est un petit peu une légende. Un demi-verre saoul, ça m'étonne un peu quand même. Ah oui, non, mais c'est ce que m'a dit son photographe qui la suivait. Le vin était dans la bibliothèque pour les amis, mais elle en prenait très peu. Donc je pense que c'est plus proche de la vérité. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est quand il est parti, elle ne l'a pas oublié, puisque la seule photo qu'on ait retrouvée après la mort de Piaf dans son sac, c'était celle de votre père Georges Moustaki. Je savais, oui. Vous le savez? Oui, c'est émouvant ça. Comment vous l'expliquez, Pierre Moustaki? Elle est restée attachée à ce jeune... c'est comme son dernier amour aussi. C'était quelqu'un de tendre, Piaf. Elle était très attachée à ses hommes. Hein. Je pense qu'elle a eu du mal avec la rupture, surtout que c'est mon père qui l'a quitté. Voilà. Et il a repris le bateau pour la France. Et ce bateau, je ne sais pas si vous savez, le Pierre Moustaki, portait un nom qui est devenu le titre d'une chanson de Moustaki. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle
toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. C'est vrai que le bateau s'appelait La Liberté, c'est drôle, hein? Oui, c'est incroyable. Et c'est vrai que La Liberté, il y a toujours été très attaché, Georges Moustaki. Oh oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas la moindre attache. Ben non, en même temps, il avait son port d'attache dans l'île Saint-Louis. Oui. Il y revenait toujours. Mais en même temps, il a énormément voyagé. C'était un voyageur né. Il adorait les voyages. Et d'ailleurs, grâce à son agent Marie-Ange Mirande, elle lui a trouvé des contrats dans le monde entier. Des fois, on lui disait, on le croisait dans la rue, on ne vous voit pas beaucoup en France. Mais non, mais il sillonnait le monde, le Brésil. Il a même été en Corée. Il est en Corée du Sud. Il a été au Japon, il avait beaucoup de succès en Espagne, c'était sa deuxième maison, l'Espagne, Portugal, Allemagne, c'était un grand voyageur. Et tout ça avec une grande discrétion. C'est-à-dire qu'il ne se vantait pas dans les journaux de faire le tour du monde, à l'inverse d'autres qui ont fait moins de choses que lui. Oui, c'est vrai, il était assez humble, je suis d'accord. Et comment s'expliquer? C'était naturel chez lui? Oui, ben, on le voit dans la vie, il parlait à tout le monde très facilement, c'était pas une star, Non. Pas du tout. Non. Alors qu'au fond, il l'était. Alors qu'au fond, il était très célèbre. Voilà. Et cette célébrité, il y a eu une date clé qui est un tournant aussi, c'est le 9 février 1969. A tout de suite sur Sud Radio avec Pia Moustaki pour parler de Georges Moustaki. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Pia Moustaki pour parler de Georges Moustaki qui nous a quittés voici 10 ans. Il y a le 3 mai un Olympia spécial dont on va reparler. Il y a ce coffret, l'album de sa vie, 50 titres dont 5 inédits. Et il y a des dates. 9 février 1969. Première fois à la télévision un dimanche dans Discorama où il interprète cette chanson. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient C'est sa jupons. première télé le dimanche et il fait ça tout à fait normalement. Absolument pas persuadé que ce sera un succès, je crois, Pia Moustaki. Ben, ça a changé sa vie. Oui, car le lendemain, la France entière connaît cette chanson. Exactement. Comment fou. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes et donc cette émission, tout le monde la regardait et du coup, du jour au lendemain, on le reconnaissait dans la rue. Et c'est vrai que c'est pas pareil que la radio, on n'entend que la voix, là on voyait l'image et c'était très impactant. Et ensuite, il a fait les couvertures de Télé 7 jours, de tous les magazines et moi je voyais mon père partout, j'étais très étonnée, j'avais 14 ans, 15 ans. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est numéro 1 au hit parade très rapidement devant Johnny et devant Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Incroyable. C'est fou. Et il en parlait de ce moment-là? Non, il était pudique, mais il était très heureux, bien sûr, d'avoir ce succès. Surtout que quand il a voulu, c'est donc Reggiani qui lui a dit « Chante-la toi-même, le métèque », et il a fait toutes les maisons de disques de Paris, tout le tour, elles ont toutes refusé, sauf une, Polydor, Jacques Kerner, qui a dit « Un autoportrait de l'artiste, pourquoi pas, on essaye ». Et ça a marché. Mais personne n'en voulait cette chanson. Non. C'est fou. C'est fou. Des fois, ils n'ont pas le flair. Hein. Alors, il avait en fait, je crois, écrite après s'être fait traiter de métèque et jeté par les parents d'une jeune fille qu'il tentait de séduire. C'est la vérité? Oui, je crois que c'est la fille de Michel Arnaud, la chanteuse. Exactement. Et il se trouve que c'est devenu, je crois, le métèque, l'hymne des déracinés à l'époque. Tout à fait. Et moi, j'ai des amis dans la chanson Mousse et Hakim de Zebda oui. qui m'ont dit, quand on a entendu un étranger se proclamer lui-même métèque, parce que à la base, c'est une insulte, comme bougnoul un peu, ou des mots comme ça, et ben, ils ont eu confiance en eux pour faire de la musique, pour exister dans une France accueillante. Mais lui, il pensait que Moustaki, qu'une chanson monocorde avec un garçon de 35 ans qui a la barbe, ça marcherait jamais. Ben, il visait pas le succès, en fait. Il visait plus l'authenticité de faire ce qu'il voulait. Et je pense que c'est ça qui a plu aux gens. Alors, avant le métèque, Georges Moustaki a vécu d'autres choses. Et je crois que le point de départ, c'est Barbara, qui, à la fin d'un gala à Caen, fait rencontrer Serge Reggiani et Georges Moustaki. Tout à fait. Et c'était important à l'époque. Très important, parce que Serge cherchait des chansons. Et mon père avait déjà écrit pour Barbara, pour Colette Renard, pour d'autres artistes. Et tout d'un coup, ils se sont rencontrés, ils se sont trouvés, ces deux-là aussi. Ça a été un coup de foudre musical et amical.
Et Serge suggérait des thèmes qu'il avait envie de chanter, comme Sarah, parler d'une femme qui n'a plus 20 ans depuis longtemps. Voilà, justement, Sarah, on va l'écouter. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent mais trop mal donné. Alors, on a aussi dit que cette chanson, c'était Piaf. Non, c'est pas la vérité. On a dit beaucoup de choses. Moi, je pense qu'elle s'appelle Sarah, donc c'est la maman de mon père, c'est ma grand-mère, Sarah. Ouais. Donc je ne sais pas si Piaf l'a peut-être inspiré, parce qu'il a quand même aimé cette femme qui avait 24 ans de plus que lui, alors qu'ensuite, quand il a vieilli, pris de l'âge, il s'adressait plus à des plus jeunes que lui. Donc l'exemple qu'il avait vraiment vécu, dans son vécu à lui, c'était Edith. Après, il l'a appelée Sarah, comme sa mère. Voilà. Il se trouve que Reggiani, lui, avait aussi débuté grâce à Barbara. Quand il est venu à la chanson, elle l'a entendu, elle lui a fait donner des cours par un professeur avant de l'emmener en tournée. Quelle voix, Reggiani, quelle voix magnifique. Mais il était débutant dans la chanson, personne n'imaginait qu'il puisse devenir chanteur. Il a débuté très tard. Oui. Déjà, il avait été acteur très connu. Mais ensuite, il se met à chanter sur le tard. Même à l'époque, il avait 45 ans ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faisait très très tard. Mais alors, quelle voix quand il chante. Moi, je suis transportée. On sent le comédien, il vibre tellement. C'était quelqu'un de très intense, un peu comme Edith d'ailleurs. Voilà. Et il se trouve qu'il est tellement peu connu qu'il y a un sondage qui a été publié à l'époque. Et il y a des gens qui ont répondu, Reggiani, est-ce que c'est pas une nouvelle marque de pâtes ? C'est étonnant, Oui. parce qu'il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Non. Alors, en même temps, pour obtenir cette chanson, je ne sais pas si vous le savez, Reggiani a dû faire le siège de l'appartement de Georges pendant des semaines et des semaines. Mais je sais, moi je ne savais pas qu'il faisait... Si, je me rappelle, quand j'allais chez mon père après le lycée, il y avait Serge, il y avait mon père, il y avait des câbles partout pour les micros, pour les pianos... Et ça travaillait. Mon père me disait toujours attention, marche pas sur les câbles, etc. Et moi je les voyais. Il y a des très très belles photos d'eux. D'ailleurs, je sais pas qui les a faites, mais en séance de travail. Et donc ils travaillaient sur plusieurs chansons. Il y avait Ma solitude, il y avait Ma liberté, il y avait Sarah. Il y en a plusieurs que Serge a enregistrées et qui sont magnifiques. Oui, en même temps, votre père hésitait. Georges Moustaki hésitait parfois à écrire certaines chansons en se disant j'irai pas jusqu'au bout. C'est ce qu'il a dit parfois. Il était timide, non ? Il avait une certaine timidité au niveau création. Ça veut dire qu'un jour, il m'a dit, tu sais ce que c'est qu'un monstre ? Alors, je lui ai dit, oui, un monstre, c'est un monstre. Ah non, c'est une chanson qui n'est pas finie. En fait, on appelle ça un monstre. Et je lui ai dit, montre-moi justement un monstre que tu n'as pas fini et tout. Et il m'a dit, on verra plus tard. Il était timide sur sa création, c'était son jardin secret. Et il y a beaucoup de monstres que vous avez retrouvés ensuite, Pierre Moustaki ? Non, en fait, il a dû les jeter. Et malheureusement, il a eu aussi un incendie dévastateur dans son appartement. Et il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Mais non, après, je pense qu'il aboutissait ses chansons et que les brouillons, il a dû les jeter. Et je crois qu'il a même commencé un opéra qu'il n'a jamais fini. Alors, c'est l'opéra de papier. Oui. Alors, l'opéra de papier qui est en cours justement de réalisation. Alors, justement, avec l'amitié de Pelaï Ribas, son ami, qui a déniché ses pépites. Et donc, on est en train un petit peu de faire vivre cet opéra de papier. Oui, parce qu'il existait sur le papier, justement. Oui. Alors, finalement, ce qu'il aimait, c'était voyager, et puis les femmes, car les femmes ont été très importantes dans la vie de Moustaki. Oui, j'ai eu beaucoup de belles-mères. Ah bon ? Oui. Parmi les plus illustres, Jeanne Moreau. Oui. Edith Piaf. Jeanne Moreau, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il papillonnait. Un jour, il est arrivé chez Jeanne Moreau avec une autre femme. Oui. Alors là, il savait pas trop se conduire, sa mère lui avait pas bien appris. Il disait, ma mère me rectifie des fois quand je fais des bêtises, mais bon, elle pouvait pas être tout le temps là. Mais c'est vrai qu'il était un peu, tout est possible. C'était aussi, c'est vrai que c'était une époque où on était libre. Même il s'est marié pour avoir des papiers, mais il vivait avec ma mère, mais il se permettait de la tromper allègrement avec Edith notamment. Mais en même temps, et votre mère l'acceptait d'ailleurs, en même temps, Pierre Moustaki, ce qui est étonnant, c'est qu'il est devenu français en 1985 seulement.
Alors ça, c'est moi qui ai œuvré pour ça, parce que je lui ai dit, quand même, on t'étudie dans les écoles tes textes, et ça serait mieux que tu aies un passeport français. Ça dépend des pays où on voyage, quand il voyageait beaucoup. Et du coup, je me suis collée au truc administratif pour lui faire sa naturalisation française, et ça a été quand même assez compliqué. Et il était content finalement? Oui, il était très content d'avoir deux passeports. Et puis il a eu aussi plusieurs femmes, dont une qui l'a chanté. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame. Hier encore, elle était si petite, et ses premiers tourments sont vos premières rides, madame. Et vos premiers soucis. Alors cette chanson est inspirée, je crois, Pia Moustaki, par une histoire vraie. Est-ce que c'est la fille de Michel Arnaud qui avait 20 ans, et quand il va voir Michel Arnaud, productrice de télévision, qui a découvert entre autres Drucker et Bouvard, ça passe pas. Oui, tout à fait. C'est la vérité? Oui, je me rappelle de Michel, et elle était aussi chanteuse, Michel Arnaud. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je pense, oui, mais il avait tendance à un peu tout mélanger. Il était très ami avec Michel, et tout d'un coup, il se tourne vers sa fille. Enfin, c'était un petit peu indélicat. Et ma mère, cette chanson, la prenait pour elle, en fait. Elle aimait pas trop cette chanson. Elle la prenait pour elle. Madame, votre fille a 20 ans, vous êtes un peu jalouse de ses 20 ans. Et ma mère disait, mais enfin, je sais pas si c'est moi qui parle, mais je suis pas jalouse de... C'était bizarre, tout le monde se l'est un peu approprié, la chanson. Aujourd'hui, ça passerait pas, tout ça. Il y aurait des réseaux sociaux sur le dos, non? Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'est pas un problème. Non, non. Il y avait plus un vent de liberté, c'était moins censuré. Il n'y avait pas le MeToo, il n'y avait pas tout ça. Mais oui, parce que sinon, il aurait eu quelques soucis. Ouais. Je pense. Alors, il avait aussi une réputation de dilettante, Georges Moustaki, alors qu'il travaillait énormément. C'était un bosseur. Ouais. Énormément. Oui, c'était un train. Mais il faisait ça d'une façon relax, c'était... Il ne montrait pas son travail, en fait. Non, mais il le faisait, et ça l'arrangeait même de dire qu'il était fainéant. Oui, voilà, il était La Paresse. Il a écrit une très belle chanson qui s'appelle La Paresse. Mais il était, c'est vrai, mais très rigoureux. Il était toujours à l'heure. D'ailleurs, il m'a transmis cette exigence de l'horaire. Je suis toujours à l'heure, voire en avance, du coup j'attends toujours tout le monde. Mais à chaque fois je pense à mon père, je me dis c'est bien, moi j'aime bien cette qualité-là. Mais oui, il était très exigeant avec lui-même et avec les autres aussi. Mais il n'a pas fait que des chansons, il y a une musique de film de Nelly Kaplan, la fiancée du pirate, qu'il a signée. Ah oui, il en a fait plusieurs des musiques de films. Mais tout ça tranquillement, sans se vanter, c'est ça qui est étonnant. Oui, mais même pour une série, alors je sais plus laquelle, Médecin de campagne. Médecin de campagne, oui. C'est ça. Ouais. J'ai pas tout en tête. vous êtes un puits de science, mais. Alors, Nelly Kaplan a fait ce film La fiancée du pirate où il y a une chanson Je me balance par Barbara. Magnifique. Voilà, il y a aussi une autre chanson que tout le monde connaît, qui est La Dame Brune. Ah oui. Et il y en a une autre moins connue qui est dans ce coffret avec Moustaki et Barbara qui s'appelle La Ligne Droite. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé. À notre image, je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre âme. Personne connaît cette chanson, La Ligne Droite. C'est étonnant, Pierre Moustaki. Celle-là, c'est des pépites, vraiment, il y a des trouvailles de pépites dans ce coffret de 3 CD, et donc... Vous la connaissez, cette chanson? Parce Ah oui, moi je la connaissais. Oui, mais le grand public la connaît pas. Non, le grand public la connaît pas. Non, c'est des chansons réservées pour les initiés. Et d'ailleurs, il allait souvent chez Barbara. D'ailleurs, il faisait découvrir le bruit qui s'effondrait chez Barbara devant la télévision et qui dormait. C'est vrai? Oui, mais en fait, je crois pas qu'il regardait la télévision parce qu'il n'avait pas de télévision. Oui. Et un jour, Barbara lui a dit, écoute, si tu veux regarder la télévision, je veux bien, mais par contre, tu m'écris une chanson, sinon j'éteins la télévision. Et c'est là, je crois, si mes souvenirs et mes renseignements sont bons, qu'il a écrit La Longue Dame Brune. Oui, qui est devenu un classique aussi. Ah oui, là. Et ça a traversé les générations. Magnifique. Oui. Il y a d'autres chansons. Elle sera chantée à l'Olympia, d'ailleurs. Et bien justement, l'Olympia, on va en parler dans quelques instants, avec cette date du 3 mai 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Pia Moustaki pour parler de Georges Moustaki.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pia Moustaki. Voici 10 ans, Georges Moustaki nous quittait. Vous avez supervisé un coffret, l'album de sa vie avec 50 titres et des inédits. Et le 3 mai 2023, vous célébrez l'événement à l'Olympia où il a souvent chanté, Oui. avec un concert hommage, Les Amis de Georges. Oui, voilà, c'est 10 ans qu'il ne nous a pas quittés, j'aime dire comme ça. Et donc là, on est une vingtaine d'artistes avec Agnès Jaoui, Anne Silla, Il y a Kali. Kent, Kali, Moussé Hakim de Zebda, il y a Rosemary Stanley, magnifique voix de Moriarty, et beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les nommer, mais ça va être un concert magnifique. Et là, c'est vraiment un grand événement que je fais pour les 10 ans de sa disparition. Alors, l'idée est née, mais encore fallait-il trouver les artistes capables de venir chanter Moustaki, Pia Moustaki. C'est ça, mais en fait, on a eu comme ça des idées, et puis, par exemple, Kent m'a dit, tiens, Enzo serait ravi de chanter une chanson, donc elle nous rejoint. Et puis, on avait fait pour les 5 ans au New Morning, en plus petit, et une plus petite salle, bien sûr. Et là, il y en a quelques-uns comme Agnès Jaoui, comme Moussé Hakim, comme Kali, qui étaient déjà là. C'était en 2018. Et là, on a étoffé un petit peu la programmation avec d'autres nouveaux arrivés. Et moi, je vais chanter aussi 2 chansons et co-présenter la soirée avec Yvan Cugius, Que nous vous connaissons bien à connaissez Sud Radio. et qui va chanter aussi. Il va co-présenter avec moi et chanter. Et vous avez d'ailleurs chanté, et dans ce coffret, il y a une chanson avec Pia Moustaki. J'ai traversé des déserts qui ne m'ont pas anéanti. Je suis revenu de l'enfer. Je me souviens du paradis, de la grève, du Finistère. Sur un air de ressemblance, une chanson de papa. Oui, alors c'est une chanson, en fait, en 2012, il m'a envoyé une musique. Et il m'a demandé d'écrire les paroles. Et ça s'appelle Sur un air de ressemblance. Et c'est un poème d'amour d'une fille pour son père. Et c'était bien tard en 2012 pour vous demander de chanter, vous n'aviez jamais fait avant? Ben, je l'avais fait sur Elle et Elle, Oui. en 79. Ouais. Là, on avait fait un duo cet été-là. Et là, en fait, il n'avait pas forcément envie de chanter. Déjà, il était diminué au niveau vocal en 2012. Mais il avait envie sûrement qu'on fasse une chanson ensemble. On l'avait jamais fait. Parce qu'elle et Elle, c'était lui qui avait tout fait, musique et paroles. Là, il m'a demandé d'écrire les paroles. Donc, on a composé ensemble. C'est la seule chanson. Et elle est dans les inédits de cet album. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous chanterez à l'Olympia de Georges Moustaki? Alors, celle-là et l'autre, je laisse en surprise. D'accord. Alors, il se trouve que ce qui est étonnant, c'est que toutes les générations connaissent Moustaki, ce qu'ils n'auraient pas imaginé. Alors, les plus jeunes, parfois, me disent « Ah, ça me dit quelque chose », mais mes parents connaissent très bien. Ça veut dire que c'est pour ça que moi, j'œuvre pour sa mémoire, pour pas qu'on l'oublie. Et voilà, et quand il y a des plus jeunes comme Anne Silla, Moussé Hakim, Kali aussi, qui étaient proches de mon père, ils me disent, Yves Jamais aussi sera là, qui était dans vos studios il n'y a pas longtemps. Et ils me disent, mais on aurait envie de faire même tout un spectacle, comme Cyril Mokayesh, qui fait toute une tournée et un album, Mokayesh chante Moustaki. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est des plus jeunes qui vont transporter son œuvre à des publics plus jeunes et plus diversifiés. Ce que Georges Moustaki n'imaginait pas. Lui, moi, il m'a juste demandé que tous ces instruments ne soient pas vendus aux enchères, contrairement à Barbara. Et ça, c'était... Évidemment, je lui ai promis ça. Et donc, après, je ne pensais pas même moi-même que je m'investirais autant pour sa mémoire, pour son œuvre. Au départ, je me suis dit, bon, mais ça va me demander énormément de travail, mais comme mon mari, Patrick Ozouf, je vais le nommer, est adorable et m'a énormément aidé pour ça, parce que je suis fille unique, donc je porte tout ça sur mes épaules. Et ben, du coup, on a fait un merveilleux lieu, et puis pour lui, et puis il y a tous ces instruments, et il serait heureux de ça. Oui, parce que c'est une mission que vous êtes donnée finalement. C'est un peu une mission, oui. Alors, l'Olympia, il s'y est produit souvent depuis les années 70. Jusqu'à ses derniers concerts, il y revenait régulièrement. Tout à fait. Je crois que c'était 2003 et le dernier, je crois que c'est 2006, si je ne me trompe pas. Oui, c'était. Et d'ailleurs, je me souviens sur scène, la salle était pleine. Il avait dit que si Beko s'appelait Monsieur 100 000 volts, lui était Monsieur 0 volts. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est... Oui. Mais il adorait finalement chanter à l'Olympia. Se retrouver dans le public, il adorait depuis toujours. Tout à fait. J'ai choisi l'Olympia parce que, pour Édith Piaf,
pour le lieu, pour mon père et tous les artistes qui ont leur âme qui est dans l'Olympia. C'est un lieu magique. Et j'avais très envie que ce soit à l'Olympia. Et en plus, il y a mon prénom qui est dans ce nom-là. Exactement. Et d'ailleurs, Beko, qui avait été conseiller pour la construction du nouvel Olympia, Oui. avait demandé qu'il y ait une petite fenêtre au-dessus de la scène pour que depuis le ciel, ceux qui étaient passés à l'Olympia voient l'Olympia aujourd'hui. C'est très joli. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un pays où il était très connu, c'est l'Italie. Georges Moustaki est très connu là-bas. Oui, mais ils étaient d'origine italienne bien avant la Grèce. Alors ça, il faudra monter dans la généalogie. Mais mon père parlait italien couramment. Et il adorait l'Italie. D'accord. Et en même temps, souvent en famille, on parlait italien. Oui, il parlait avec ses parents italiens. Il a écrit une chanson qui s'appelle Le Jupon d'Italie. Voilà. Et puis, il a toujours chanté à l'Olympia ailleurs, au départ avec un petit nombre de musiciens, sauf une fois, je crois qu'il a eu un orchestre symphonique de 63 musiciens au Japon. D'accord. Alors ça, je savais pas. Eh ben, retrouvez les images, qu'elles sont fabuleuses. Oui, tout à fait. Et puis, il y a eu le Théâtre de la Ville, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est là qu'il a introduit pour la première fois dans son orchestre un guitariste brésilien. D'accord, qui s'appelle Mario Lima. Voilà. Et le Brésil l'a chanté avec Bahia. Bahia de pêcheurs de marins, Bahia de filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. Finalement, ce sont ces voyages qui inspiraient ces chansons à Georges Moustaki. Oui, et puis les femmes aussi. Mais pour cette chanson Bahia, c'est Mario Lima, d'ailleurs ce guitariste, qui a composé la musique. Voilà. Et il se trouve qu'il a tellement voyagé qu'il s'est fait beaucoup d'amis dans le monde entier. Ah oui, c'était fou. Il avait des amis partout dans le monde et il continuait à retourner les voir à New York. C'était comme des frères ou des cousins. Après, c'était fou. D'ailleurs, il avait une expression que j'aime beaucoup et qui me vient comme ça en parlant. Il disait chez nous en Italie ou chez nous en Belgique. Voilà. Et il était chez lui partout, quoi. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie, c'est Mikis Theodorakis. Ah oui. Il a fait des très belles adaptations de Mikis. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, je crois, à Paris. Ça a été une amitié immédiate. Ah oui, indéfectible. Et c'était à l'époque où Theodorakis avait quitté la Grèce pour les dictateurs. Oui. Et vraiment, ça l'a touché. C'était facile, mais quand on avait une amitié avec lui, c'était pour la vie. Ah oui, c'était un fidèle en amitié, plus qu'en amour. Et son port d'attache, c'était l'île Saint-Louis. Parce que l'île Saint-Louis. C'est arrivé très tôt. Il a vécu 50 ans dans l'île Saint-Louis. Et il avait découvert l'appartement comme ça, par hasard? Alors, il avait un ami d'enfance d'Alexandrie qui s'est révélé agent immobilier alors qu'il n'était pas à la base. Mais mon père lui a dit, trouve-moi un appartement. Et puis, il a trouvé. Puis après, quelqu'un d'autre. Qui c'est qui t'a trouvé cet appartement? Ah bah, c'est Roger, demande-lui. Roger Lombroso, que j'adore, qui était un peu mon parrain. Il roulait les airs comme ça. Oui. Et c'est quelqu'un que j'adorais beaucoup. Vraiment. Et il a trouvé l'appartement. Après, il est devenu agent immobilier. Voilà, exactement. Un coup de foudre. Oui. Et à l'époque, il a appris à jouer aux échecs, je ne sais pas si vous le savez, grâce à un voisin, qui est un ancien comédien shakespearien, qui était portraitiste, Eugène Dekers. Ah oui, Eugène Dekers, je l'ai bien connu. Oui, je l'ai très bien connu. D'ailleurs, il a fait le beau tableau. Il faudra que vous veniez d'ailleurs à la galerie. Un beau tableau de mon grand-père. Ah. Non, de mon arrière-grand-père, que dis-je. Le grand-père de mon père. Et il se trouve que Eugène Dekers a appris à jouer aux échecs à Moustaki, qui était mauvais au départ et qui a pris des cours en secret pour devenir bon. Ah, je ne savais pas qu'il avait pris des cours en secret. Vous voyez, c'était très secret. Mais tout ça en menant une vie trépidante et en prenant quand même le temps de vivre, comme il l'a chanté. Mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Le temps de vivre, c'était serait-ce que sa philosophie. Tout à fait. D'ailleurs, il a été écrit sur les murs en 68. C'était un hymne. Prenons le temps de vivre. Elle est très très belle, chantée par Catherine Le Forestier, que j'aime beaucoup. Oui, qu'il a connue et qu'il a aidé à débuter à ses débuts. À cette époque-là. La sœur de Maxime. La sœur de Maxime Le Forestier. Mais il prenait des plages justement de tranquillité, discret. Il en avait besoin, Georges Moustaki. Oui, il se retirait régulièrement en Grèce, à Spetses. C'était son havre de paix où il était très ami avec Nata, une sculptrice très connue,
qui fut une magnifique sculptrice. Et donc là, de temps en temps, il allait se cacher, se reposer chez elle et donc se ressourcer. Il s'est caché aussi pendant les derniers mois de sa vie et il s'est arrêté en plein concert un jour. Oui. Moi, à un moment, je lui disais, tu te fatigues, tu devrais arrêter. Il me disait, mais non, mais il voulait pas s'arrêter. En fait, il était un peu embringué dans ce mouvement de création, de concert, etc. Et je lui ai dit, mais tu devrais t'économiser quand même parce que à un moment, il a dû interrompre un concert en plein milieu parce que sa voix ne suivait pas. Et les derniers mois, on ne correspondait avec lui que par email. Je lui écrivais des emails, il répondait tout de suite. Oui. Ben oui, il avait du mal à parler. À la fin, il avait des tuyaux pour l'oxygène, l'emphysème qui était dur pour lui, qui a été aggravé. Et donc, moi aussi, je communiquais surtout par texto ou mail à la fin de sa vie. Voilà, il ne voulait plus entendre parler de chansons. Il était aussi très discret. Oui, il était un peu caché. Et alors, vous faites cet hommage à l'Olympia et ce coffret, où j'ai découvert un autre inédit qui s'appelle L'Ambassadeur. Je suis l'ambassadeur du temps et de l'espace. Mon pays, c'est un peu toute la galaxie. Je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. Je suis contemporain de chaque instant qui passe. C'est exactement sa philosophie de vie. Tout à fait. Il était composé par son flûtiste Kim. Oui. Kim Po. Et cette chanson n'a jamais été enregistrée. Elle n'a jamais sorti, je veux dire. L'Ambassadeur, c'est un inédit. D'accord, je me souvenais plus. Je pensais qu'elle avait été quand même sortie dans un coffret, mais vous me l'apprenez. Voilà, donc comme souvent. Et c'est vrai que c'était important pour lui de créer plein de choses, même si ça sortait pas, c'était pas l'important pour lui. Oui, c'était la création surtout. La création. Après, il y a des petites chansonnettes mignonnes, et puis il y en a d'autres beaucoup plus profondes. Mais il était toujours en quête de création. En fait, il était vraiment. Il écrivait sur des bouts de papier. Moi, j'ai retrouvé des petits carnets où il y a des dessins, il y a un numéro de téléphone, il y a 3 lignes. Il n'arrêtait pas, en fait, de créer. Voilà. Et donc, cet Olympia, le 3 mai, et ce coffret, c'est la suite, mais vous n'allez pas vous arrêter là, Pierre Moustaki. Oh ben, il y a aussi le vinyle du Métèque qui ressort à l'identique. Un vinyle. Oui. Le même qu'en 69. Ils ont fait un travail magnifique à Universal. Ça, je tire mon chapeau. Et donc, après, il y a d'autres projets, mais je ne peux pas en dire plus. Écoutez, vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie. Voilà. Parce que vous êtes ici chez vous, sur Sud Radio. C'est adorable. En tout cas, je recommande à celles et ceux qui aiment Moustaki qui ne pas oublier ses 50 titres en 3 CD, l'album de sa vie. Et puis, ils seront sans doute, comme vous et comme tous les artistes qu'on a cités, le 3 mai à l'Olympia pour Magnifique. cette soirée. Je vais remercier ma collaboratrice Santina Calderaro, avec laquelle je travaille d'arrache-pied pour faire vivre cette mémoire. Et elle est très précieuse. Continuez de changer rien. Merci Pierre Moustaki. C'est gentil, merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.